Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mossoul, juillet 2014. Sami'allahu liman hamidah. 3 ans plus tard, la ville n'est que ruine. L'État islamique qui régnait jusque-là sur la Syrie et l'Irak n'existe plus. Son chef, Abou Bakr al-Baghdadi, reste introuvable. Aujourd'hui, personne ne crie victoire. L'éradication de l'État islamique ne signe pas la fin totale de Daesh. On n'a plus d'implantation territoriale, mais nous sommes toujours vivants, nous sommes toujours là, nous avons toujours une capacité de nuisance. Alors il va falloir la payer d'une façon ou d'une autre, cette capacité de nuisance. En 2017, 4612 attentats sont revendiqués par Daesh dans le monde. Une augmentation de 9% par rapport à l'année précédente. Ces attentats coûtent aussi de moins en moins cher. Dès l'année 2016, celui de Nice en France n'a pas dépassé 2500 €, a ôté la vie à 86 personnes et en a blessé 458 autres. Les criminels, organisés ou non, ainsi que les terroristes, tendent à être de plus en plus agiles et de plus en plus réactifs. Ils ont aussi tendance à exploiter les faiblesses du système. Par conséquent, les gouvernements du monde entier et les principales autorités doivent s'adapter plus rapidement. Or, la réalité est tout autre. Aujourd'hui, Daesh n'a plus d'État, mais l'organisation terroriste attire toujours des volontaires pour mener sa guerre sainte. Il bénéficie depuis des années de complicité politique et de support financier. Comment cela a-t-il commencé? Pourquoi cela perdure-t-il? Cet ancien responsable des renseignements syriens, aujourd'hui en exil, est formel. Sans l'appui d'un homme en particulier, les terroristes n'auraient pas pu prospérer sur le territoire syrien. L'homme qu'il désigne s'appelle Bachar el-Assad. Ceux qui ont créé Daesh sont ceux qui ont intérêt à ce qu'il existe. Aujourd'hui, Bachar a intérêt que Daesh continue d'exister en Syrie. Daesh travaille dans l'intérêt de tous en Syrie. Ce lien financier entre Bachar el-Assad et les groupes terroristes débute dès l'entrée en guerre en Irak d'une Amérique déterminée et vindicative. We will starve terrorists to funding, turn them one against another, drive them from place to place, until there is no refuge or no rest. And we will pursue nations that provide aid or safe haven to terrorism. Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists.
Le président George Bush trouve alors un coupable idéal. Saddam Hussein, le président irakien qui, selon les États-Unis, soutient Ben Laden et les terroristes d'Al-Qaïda. En avril 2003, les troupes américaines envahissent l'Irak. La chute de Bagdad scelle la fin du régime de Saddam Hussein. George Bush pense avoir gagné une première bataille. The liberation of Iraq is a crucial advance in the campaign against terror. We've removed an ally of Al-Qaeda and cut off the source of terrorist funding. Mais l'histoire s'écrira autrement. Aucun allié d'Al-Qaïda n'a été vaincu sur le sol irakien. Mais un allié d'Al-Qaïda a bien vu le jour en 2003 sur fond de rébellion anti-américaine. Les États-Unis avaient ce jeu de cartes représentant la liste des gens qu'ils voulaient arrêter. C'était la mission du contre-terrorisme. Si on arrête tous ces gens, les partisans de Saddam, on aura résolu le problème. Ce qui ne s'est absolument pas avéré exact. Car dès qu'on a réglé la question, on s'est retrouvé confronté au problème d'Al-Qaïda qui a fini, paradoxalement, par donner raison aux Américains en montrant que l'Irak était un foyer d'Al-Qaïda. Alors qu'en réalité, c'était uniquement parce qu'on avait renversé Saddam qui, lui, avait fort bien réprimé Al-Qaïda en Mésopotamie. À la chute de Saddam Hussein, le Jordanien Abu Moussad al-Zarqawi, formé en Afghanistan, prend la tête de l'insurrection anti-américaine et se revendique comme étant la branche irakienne d'Al-Qaïda. Pour les Irakiens, il est au départ un résistant. Dès 2003, Zarqawi obtient le soutien logistique du président syrien Bachar el-Assad. Lorsque Zarqawi a commencé à opérer en Irak, un accord a été passé avec lui. Ils avaient passé un accord afin de faciliter l'entrée en Irak de combattants et d'armes venues de Syrie. C'était clair. En renforçant les attaques djihadistes opérées par Zarqawi contre les forces américaines, Bachar el-Assad voulait cantonner le conflit sur le sol irakien. Le régime de Bachar a tenté dans toutes les circonscriptions de créer des groupes djihadistes qu'il envoyait se battre auprès de Zarqawi en Irak. C'est devenu plus qu'évident quand Assad a laissé Damas servir de plaque tournante aux combattants étrangers. Bachar al-Assad permettait à des terroristes islamistes étrangers de passer par Damas et par Alep. Ils pouvaient alors franchir la frontière pour mener des attaques suicides contre les forces américaines et alliées. En tant qu'organe de sécurité politique, nous avons tenté d'empêcher ces mouvements, mais nous avons reçu l'ordre de nos supérieurs de ne pas interférer en la matière et de laisser faire. La terreur s'installe. La violence atteint son paroxysme en Irak et Al-Qaïda se développe sous l'impulsion du nouvel ennemi numéro 1 des États-Unis, Zarqawi. Après 2003, lorsqu'Al-Qaïda est devenu le plus influent groupe terroriste d'Irak, le champ des opérations s'est élargi et la qualité des opérations a changé. Les actions terroristes sont devenues permanentes. Auparavant, Al-Qaïda menait 2 ou 3 opérations par an. Après 2003, on assistait à 2 ou 3 opérations par semaine, si ce n'est par jour. Pour poursuivre et accentuer son djihad, Zarqawi cherche de nouvelles sources de financement. What Zarqawi realized was
Zarqawi a compris qu'il ne pourrait pas survivre, que l'organisation ne pourrait pas se développer s'il s'appuyait uniquement sur la base d'Al-Qaïda et sur sa hiérarchie pour financer ses opérations. Le groupe devait apprendre à mieux gérer ses finances et développer sa propre économie. Pour se financer, Zarqawi avait deux sources. 20% venaient de l'argent d'Al-Qaïda et 80% relevaient de l'autofinancement. Tout cela à hauteur de 580 000 € par mois. Zarqawi s'autofinançait essentiellement avec des rapts de politiques, d'hommes d'affaires, de journalistes, de chefs d'entreprise du bâtiment, ainsi que par des taxes qu'il imposait sur les habitants et les commerçants. أيضاً العتاوات التي كان يفرضها على المناطقيين من المقاولين والتجار. Un industriel de Mossoul a expérimenté ce mode opératoire employé par Al-Qaïda. Il dirigeait une Assyrie. كانت التهديدات الحقيقة Les menaces étaient directes. Elles parvenaient par un courrier contenant une balle, courrier qui était posé à proximité du domicile de la personne ciblée. Si cette personne ne payait pas ou hésitait à payer, elle était kidnappée, elle ou un de ses enfants. Commençaient alors des tractations sur les sommes à payer, allant de 30 000 $ à 100 000 $, selon l'accord et selon la fortune de la personne visée. En ce qui me concerne, je m'attendais à ce que ça arrive début 2004. J'ai donc décidé de fermer la société, de baisser le rideau pour ne pas subir la même chose que de nombreux industriels et grands commerçants de Mossoul. Malgré tout ça, et en dépit de la fermeture de la société, nous n'avons pas été épargnés. Ils nous ont demandé une fois de payer, et nous nous sommes entendus sur un montant de 10 000 $. تم الاتفاق على أن يدفع لهم هذا المبلغ بحدود 10,000 $. Ces rackets de type mafieux se sont amplifiées avec l'arrivée des aides destinées à la reconstruction. 55 milliards de dollars provenant du monde entier dès 2004 pour remettre l'Irak sur pied. La moitié de cet argent a disparu dans des fraudes qui ont permis à de nombreuses entreprises américaines de s'enrichir. Mais Zarqawi et Al-Qaïda ont eux aussi profité des dollars générés par les projets de reconstruction. Chaque projet était passé au crible par Al-Qaïda. Il fichait toutes les entreprises, point par point. L'organisation terroriste étudiait le capital de l'entreprise, ses bénéfices, le moyen d'approcher le chef d'entreprise, son adresse, son numéro de téléphone, le moyen d'approcher sa famille. Ce n'était pas vraiment compliqué pour eux. L'organisation menaçait tout d'abord le chef d'entreprise, puis lui extorquait de l'argent ou proposait d'assurer sa sécurité. Lorsque le racket s'avérait impossible, Al-Qaïda s'en prenait au projet, pillait le matériel de construction ou se livrait à des opérations terroristes. À ces extorsions s'est ajouté comme source de financement le pétrole. Dans un premier temps, Al-Qaïda a récupéré l'argent amoncelé sous Saddam Hussein. A fait une partie de l'argent du pétrole depuis l'embargo instauré par les Nations Unies en 1990.
La plupart du pétrole irakien était vendu à la Syrie et à la Turquie via des pipelines. Ce pétrole irakien vendu à la Syrie et à la Turquie était payé ainsi. 60% en marchandises turques et syriennes qui étaient de simples produits de consommation et de la marchandise industrielle, et 40% en argent liquide. Cet argent liquide était placé dans des banques libanaises sur des comptes fictifs. Je me souviens que l'argent était encaissé à midi précisément, avant d'être transféré vers plusieurs comptes ouverts sous des noms d'emprunt. Ensuite, le gouvernement irakien envoyait ses hommes pour apporter cet argent en liquide, dans des sacs, je m'en souviens parfaitement. Au début, c'était en dollars, puis en euros. Et quand il n'y a plus eu suffisamment d'euros, c'était de l'or. Tout cela était transporté via les ambassades en Syrie et au Liban et placé à la banque centrale. Cet argent n'était pas intégré aux réserves de la banque centrale irakienne, mais aux réserves de ce qu'on appelait alors le cabinet de la présidence. Après la chute de Saddam Hussein, des anciens du régime irakien ont rallié Al-Qaïda. Ils se sont appropriés une partie des millions de dollars entreposés dans les caisses de la Banque centrale. Les capitaux monopolisés par Saddam étaient distribués par des hommes bénéficiant de la confiance du régime. Après la chute du régime, ces hommes, qui disposaient alors de grosses sommes d'argent, se sont retirés de la vie politique et ont utilisé cet argent à des fins personnelles. Mais une grande partie des agents du renseignement et de la sécurité ont gardé, après la chute du régime, le contrôle sur cette trésorerie importante. Ils l'ont utilisée par la suite pour financer ce qu'on a appelé plus tard la résistance. En réalité, la majeure partie de ces fonds a essentiellement constitué la base financière des opérations terroristes. Puis Al-Qaïda a continué de voler l'argent du pétrole comme Saddam Hussein l'avait fait, mais différemment. Les exportations n'avaient plus cours via des moyens officiels type pipeline, mais devinrent des trafics de l'ombre. Al-Qaïda contrôlait entièrement le marché noir irakien où se vendait le pétrole, ainsi que les opérations de contrebande au-delà des frontières irakiennes. L'organisation a ainsi acquis des sommes astronomiques qui finançaient le terrorisme non seulement en Irak, mais aussi dans d'autres pays. Al-Qaïda ne produisait pas le pétrole, mais l'organisation contrôlait les citernes qui sortaient de la raffinerie de Baïji. Lorsque les taxes n'étaient pas payées, ces citernes étaient détournées ou leurs chauffeurs enlevés. Par exemple, avant, tous les 3 jours, 350 citernes étaient destinées à Mossoul, mais il n'en arrivait que 50. Personne ne savait vers où avaient été détournées les 300 autres citernes. Une dernière source de financement a permis à Al-Qaïda de prospérer à cette époque. L'argent des pays du Golfe. Saddam Hussein en bénéficiait déjà lorsque l'Irak et les pays du Golfe avaient pour objectif d'écraser les Iraniens chiites. Les personnes qui finançaient Saddam Hussein avant 2003 sont les mêmes qui ont financé le terrorisme après 2003.
Les sources sont connues. Les pays du Conseil de coopération du Golfe, les hommes d'affaires du Golfe, les associations de la société civile des pays du Golfe, les institutions religieuses du Golfe, les mosquées ou même parfois les structures gouvernementales. Il existe même des preuves qui démontrent l'implication des services de renseignement des pays du Conseil de coopération du Golfe. Problème. Les pays du Golfe, en voulant aider les sunnites dans leur lutte contre les chiites iraniens, ont participé au renforcement d'Al-Qaïda, puisque l'argent arrivait également dans les caisses des plus extrémistes, à savoir les terroristes menés par Zarqawi. Le problème est que les Saoudiens et les Qataris financent le wahhabisme et les extrémistes salafistes pour conquérir la majorité sunnite dans la guerre contre Téhéran. Il ne s'agit plus d'un combat contre l'Occident diabolisé, c'est plutôt une croisade contre les mécréants de Téhéran. Et notre aveuglement a permis aux Saoudiens et aux Qataris de continuer à financer les extrémistes, ceux-là même que nous combattons. Ils jouent double jeu, ce qui n'est pas nouveau. Pourtant, l'Occident se refuse à le comprendre, se refuse à dire aux Saoudiens et aux Qataris « On ne va pas mener une guerre que vous, comme nous, entendons mener contre le terrorisme, alors que dans un même temps, vous financez ces mêmes terroristes qui tuent nos soldats. » Argent du Golfe, pétrole, raquettes. Dès 2003, les actions d'Al-Qaïda prospèrent. Les attentats post-11 septembre se multiplient et touchent l'Arabie Saoudite, le Yémen, le Maroc, la Turquie, l'Afghanistan et surtout l'Irak où les explosions à la voiture piégée sont le nouveau mode opératoire de Zarqawi. En 2004, Al-Qaïda signe son retour en Occident. Madrid est touché. En 2005, c'est au tour de Londres. Mais ce djihad épuise la population irakienne qui s'avère être la plus affectée par la violence, en particulier les chiites. L'image de Zarqawi s'écorne. Celui qui semblait incarner la résistance face à l'oppresseur américain n'apparaît plus que comme un bourreau sanguinaire. En 2006, un nouvel attentat déclenche la première guerre civile irakienne, celui du sanctuaire Al-Askari à Samarra, un haut lieu du chiisme irakien. Le premier ministre chiite, Al-Maliki, nouvellement nommé à la tête du gouvernement, tente alors de reprendre en main l'une des principales sources de financement d'Al-Qaïda, le pétrole. Pour protéger Baïji, la plus grande raffinerie du pays, il crée même en 2007 une sorte de police du pétrole. Cette unité était composée de 1500 hommes armés, chargés de sécuriser la raffinerie de Baïji et d'empêcher la mainmise d'Al-Qaïda sur celle-ci. Dès 2007, et ce jusqu'en 2009, le financement d'Al-Qaïda via les détournements de citernes partant de Baïji est devenu de plus en plus difficile. Le financement d'Al-Qaïda a dès lors considérablement faibli dans ces régions. Al-Qaïda invente alors un autre mode de trafic du pétrole, en construisant des stations-service fictives.
Ces nombreuses stations-service fictives ont alors constitué un nouveau mode de financement pour Al-Qaïda. Car ces stations recevaient malheureusement une grande partie de la production de la raffinerie de Baïdji, qui disparaissait à la barbe des forces de sécurité. Ces stations-service n'étaient pas accessibles à la population, et toute la production qui parvenait à ces stations était destinée à Al-Qaïda. Malgré cela, l'année 2007 constitue un tournant dans l'histoire d'Al-Qaïda. Non seulement l'organisation terroriste ne fait plus aussi facilement main basse sur le pétrole, mais surtout, les forces américaines vont tuer 11 des 20 personnes les plus recherchées du réseau. Elles neutraliseront également la plupart des dirigeants intermédiaires. Ils sont décimés Al-Qaïda à 95%. Il reste pratiquement plus rien d'Al-Qaïda, canal historique, si on peut dire, hein, à part un drapeau et une capacité de mobilisation et une aura. Mais opérationnellement, il n'en reste rien. Al-Qaïda, elle est morte. Morte, pas tout à fait. Il reste des survivants et surtout une idéologie. Après une période de sommeil, Al-Qaïda va ressurgir sous les traits de différentes factions terroristes. La plus connue s'appelle Daesh et son chef, Abu Bakr al-Baghdadi, défie le monde en créant un califat en 2014. Ce proto-État sème la terreur pendant plus de 3 ans et s'empare avec la prise de Mossoul d'un trésor de guerre colossal. Daesh a pris le contrôle de presque 120 succursales de banques gouvernementales et de banques privées, ainsi que des fonds de la Banque centrale de Mossoul. Il a pu accumuler plus d'1 milliard de dollars. Ajoutez à cela le vol de l'argent des habitants. Je pense que Daesh a pu accumuler 2 milliards de dollars en Irak. Lorsque Daesh émerge, le groupe terroriste obtient le soutien opportuniste du président syrien Bachar el-Assad, comme un air de déjà-vu du temps de Zarqawi et d'Al-Qaïda. En 2011, dans la lignée des révolutions arabes, le peuple syrien se révolte contre Bachar el-Assad. Cette opposition est plutôt pacifiste, mais elle ne plaît guère au président syrien. Bachar el-Assad libère alors de prison les terroristes qu'il avait lui-même envoyés en Irak auprès de Zarqawi et qui étaient revenus en Syrie après la débâcle d'Al-Qaïda. Ces islamistes, emprisonnés pour terrorisme dans les geôles syriennes, comme celle de Saïd Naya, vont être une deuxième fois instrumentalisés par Bachar el-Assad. Saïd Naya est une prison proche de Damas. Des islamistes qui y étaient détenus ont fait l'objet de chantages permanents. Les organes de sécurité syriens passaient des accords avec eux afin d'établir un plan commun. Un grand nombre d'islamistes ont été recrutés pour des opérations parrainées par le régime syrien. Les islamistes qui étaient alors détenus à Saïd Naya sont aujourd'hui en grande partie à la tête des groupuscules armés qui combattent en Syrie.
La motivation de Bachar el-Assad, assimiler les manifestants de 2011 aux coupeurs de tête et ainsi gêner les dirigeants occidentaux dans leur analyse du terrain. Cette stratégie lui confère un rôle opportuniste. Il serait le seul à pouvoir faire face aux terroristes. La majorité d'entre eux opèrent sur instruction de Bachar el-Assad, et ce afin que la révolution soit assimilée à un mouvement terroriste et qu'elle attire l'hostilité de la communauté internationale, permettant ainsi à Bachar de se maintenir et de réaliser ses ambitions politiques. À partir de là, une entente sur le partage du territoire aurait eu lieu entre la Syrie et Daesh. Ainsi, des villes comme Raqqa ou Palmyre seront sacrifiées. Palmyre, en arabe Tadmor, est connu pour ses sites archéologiques. Ce lieu est alors stratégique pour que Bachar el-Assad puisse continuer à aider financièrement les terroristes. C'est la théorie de l'ancien chef des renseignements syriens. Tadmor joue un rôle très important dans l'approvisionnement en armes de Daesh par le régime. C'est le secret de Tadmor. Cet apport en armes aurait eu lieu lors des 2 prises de Palmyre par Daesh en 2015, puis à nouveau en 2016. Un des juges de Tadmor m'a parlé des relations qu'entretenait le régime de Bachar avec Daesh. Le régime achemine des armes vers un lieu précis, puis on informe Daesh. Se déroule alors un simulacre de bataille, à l'issue duquel Daesh s'empare des armes après avoir soi-disant libéré la région des forces du régime de Bachar. En réalité, Daesh et le régime sont de mèche. La présence de Daesh à Tadmor fait partie d'une stratégie permettant à Bachar el-Assad d'approvisionner Daesh en armes et en argent. Toujours dans l'idée d'aider le financement de Daesh, le régime de Bachar el-Assad aurait également fermé les yeux sur la saisie des zones pétrolières et gazières de la Syrie par les terroristes. Ces zones, Bachar préférait les voir aux mains de Daesh plutôt qu'aux mains de l'armée syrienne libre, créée lors de la révolution du peuple en 2011. Lorsque Daesh est apparu en Syrie, la première chose qu'ils ont faite fut de mener la bataille à l'est du pays, là où se trouvait l'armée syrienne libre qui protégeait le pétrole. Puis Daesh a mis la main sur les puits, les a exploités et a alimenté le régime. Le régime syrien a cédé à Daesh les puits de pétrole dans l'Est afin de financer les activités des terroristes. C'est limpide. Lorsque Daesh était à son apogée, en 2015 et 2016, et qu'il connaissait une certaine stabilité sécuritaire, ses capacités financières étaient alors basées sur l'exploitation du pétrole et la vente de ses dérivés. Le pétrole était ainsi vendu hors des frontières, via des intermédiaires, en Turquie notamment, mais aussi en Syrie, au régime de Bachar el-Assad. On peut dire que la moitié du budget de Daesh provenait de l'exploitation et de la vente du pétrole sous toutes ses formes. Au plus fort de son exploitation, le pétrole rapportait alors à Daesh environ 1,5 million de dollars par jour.
Le trafic du pétrole irakien et syrien a profité à tous les pays de la région. Le Liban, la Jordanie, les négociants irakiens locaux, la Turquie, l'Iran. Tout le monde a profité de ce trafic de pétrole. Si Daesh s'est enrichi grâce au manque de scrupules de ses pays voisins, l'État islamique s'est appuyé également sur ses accointances qui ont parfois lieu en temps de guerre. Lafarge, le leader mondial du ciment, en est un exemple. Ce fleuron français créé au XIXe siècle, devenu aujourd'hui une entreprise franco-suisse cotée au CAC 40, est resté en Syrie jusqu'en 2014. Des transactions d'un montant de 13 millions d'euros auraient eu lieu entre cette multinationale, des intermédiaires et des factions terroristes comme Daesh. L'affaire débute après les premières révélations du site d'information syrien Zaman al-Wasl et du quotidien français Le Monde. Sherpa, une ONG qui défend les victimes de crimes économiques, dépose quelques mois plus tard, en novembre 2016, une plainte pénale. Sherpa a déposé plainte le 15 novembre contre Lafarge pour notamment financement de terrorisme, complicité de crimes de guerre contre l'humanité et mise en danger délibérée d'autrui, mise en danger des salariés. C'est une grande première puisque c'est la première fois que des associations portent plainte contre une multinationale sur ces fondements, notamment le financement de terrorisme, le financement de Daesh. Ensuite, ce sont surtout des enquêtes internes menées à la demande de Lafarge qui amèneront le cimentier à reconnaître les faits. Les faits, les voici. En 2007, Lafarge rachète une cimenterie en Syrie qui va devenir, après rénovation, l'une des plus grandes usines du Proche-Orient. Lorsque le pays sombre dans la guerre civile après 2011, Lafarge n'aurait donc pas voulu abandonner un tel investissement et une telle source de bénéfices. Les autres entreprises françaises qui étaient présentes en Syrie sont parties en 2012, comme Total et Lebel, quand le conflit a commencé à se radicaliser. Nous nous demandons donc pourquoi Lafarge est resté. Nous ne voyons pas d'autres explications que des explications économiques. Et effectivement, le ciment, le prix du ciment avait explosé avec le contexte de crise armée. Par ailleurs, on sait que jusqu'en 2014, donc jusqu'à la fin de la présence de Lafarge en Syrie, Lafarge distribuait des bonus à ses salariés et donc continuait vraiment à faire des bénéfices. Donc nous ne voyons pas d'autres explication que cette explication économique. Or, selon un ancien directeur de la sécurité, Lafarge ne pouvait ignorer qu'en restant en Syrie, l'entreprise serait rackettée et contrainte de négocier avec les groupes islamistes. C'est la direction de Paris qui porte la principale responsabilité. Ils étaient parfaitement au courant de ce qui se passait sur le terrain. Rétrospectivement, la ligne rouge a été franchie au cours de l'année 2013. Car à l'époque, on ne pouvait pas continuer à opérer sans avoir de lien direct ou indirect avec des groupes terroristes. Je pensais donc que l'équipe de Paris nous dirait « Maintenant, il faut arrêter ». Pour continuer à faire tourner son usine malgré les dangers du racket, Lafarge décide de payer des intermédiaires qui seront chargés de négocier avec les factions djihadistes. Parmi eux, Firas Tlass,
le fils d'un ancien ministre de la Défense des Assad père et fils. Ces intermédiaires ont permis à Lafarge d'acheter du pétrole et des matières premières pour alimenter la cimenterie. Comment la société aurait-elle pu transférer de l'argent vers des régions en guerre? La seule solution, c'était de trouver des intermédiaires, des sociétés écrans ou de grands chefs d'entreprise qui se trouvaient dans des régions plus sûres, lesquels encaissaient l'argent de Lafarge contre du pétrole, du ciment ou autre chose. Quels que soient les moyens utilisés, les sociétés écrans, les intermédiaires, les cadres qui en profitaient, sans citer de nom. Tout se passait avec la caution de l'entreprise Lafarge, qui était au courant de tout. Les intermédiaires négociaient également les droits de passage des salariés afin qu'ils puissent se rendre à l'usine. Ces salariés syriens affirment avoir été contraints malgré les risques. Alors que les expatriés avaient été rapatriés depuis 2012, les salariés syriens étaient forcés, en tout cas c'est le mot qu'ils emploient, de venir tous les jours travailler à l'usine. Cette simple mesure, le simple fait de maintenir l'activité avec les employés et de leur demander de venir sur place, faisait courir un grand risque aux salariés. Lafarge menaçait de ne pas payer ce qu'il nous devait si nous cessions de travailler. Et vu les circonstances de l'époque, nous avions choisi de conserver notre emploi pour pouvoir survivre. Malheureusement. Ils ont tiré profit de notre condition, de la guerre. Nous étions dans le besoin, et Lafarge a utilisé notre précarité. Le 19 septembre 2014, le pire aurait pu arriver. Ce jour-là, Daesh attaque l'usine, comme le montrent ces images de propagande tournées par l'organisation terroriste. Quelques heures auparavant, 25 salariés syriens travaillaient encore à l'intérieur. Lafarge leur avait donné l'ordre de ne pas s'enfuir et de se réfugier dans des tunnels. Vers 10 h du soir, on a commencé à entendre du bruit tout près de l'usine. Nous ne pouvions plus dormir du tout. Pour ma part, je ne pensais plus qu'à m'enfuir de l'usine. J'ai senti vraiment le danger à ce moment-là. Puis vers 2 h du matin, le directeur en charge de l'usine a tenté de fuir dans sa voiture. C'était l'unique voiture que Lafarge avait laissée à disposition sur les lieux. Je l'avais interpellé pour lui demander où il allait. Il m'avait répondu « Je reviens au petit matin ». Mais j'avais bien compris qu'il ne reviendrait jamais. Je suis allé voir mes collègues pour leur raconter que le directeur avait pris la fuite, que nous étions seuls dans l'usine et qu'on pourrait se faire égorger par Daesh le matin venu. Nous avons pris la fuite à 4 h du matin et nous sommes partis en direction de la frontière. هربنا في الساعة 4 صباحا باتجاه الحدود.
Sur les 13 millions d'euros déboursés pour maintenir l'activité de l'usine en Syrie, environ 500 000 euros seraient allés dans les caisses de Daesh. Depuis le mois de décembre 2017, 6 cadres dirigeants ont été mis en examen, dont Bruno Lafont, l'ancien PDG de Lafarge, et Bruno Pecheux, l'ancien directeur de la cimenterie en Syrie jusqu'en juin 2014. Par la voix de son avocat, Bruno Pecheux reconnaît que la cimenterie a répondu favorablement aux requêtes. Il affirme que la direction de Lafarge était au courant et que c'était au groupe et non au directeur de l'usine de prendre la décision de fermer la cimenterie. Bruno Pecheux estime par ailleurs avoir toujours protégé au mieux les salariés syriens. De son côté, Lafarge dit regretter et condamner avec la plus grande fermeté les erreurs inacceptables commises en Syrie. Dans l'affaire Lafarge, des personnes physiques vont devoir répondre devant la justice. Mais qu'en est-il lorsque ces liens complices sont noués par des États ? En Turquie, par exemple, l'achat de pétrole à l'État islamique ne fut pas le seul jeu trouble opéré par le président turc Recep Tayyip Erdogan. Car en Turquie, il ne faut pas oublier une donnée primordiale. Les terroristes, ce ne sont pas les djihadistes. Les terroristes, aux yeux des autorités turques, ce sont avant tout les Kurdes. Pour comprendre pourquoi la Turquie ne considère pas Daesh comme son ennemi numéro 1, il faut revenir à la fin des années 2000. Recep Tayyip Erdogan considère alors Bachar el-Assad comme un allié. Accords politiques et commerciaux, les deux pays sont très proches. Tout bascule lors de la révolution syrienne en 2011, lorsque Bachar el-Assad s'entête et refuse les réformes que son peuple réclame. Erdogan s'oppose à son ancien ami syrien et décide d'aider l'opposition sunnite. Le problème, c'est qu'Erdogan ne fait aucune distinction entre les différents groupes d'opposition. Il soutient tout autant l'armée syrienne libre, décrite comme modérée, que des groupes comme Al-Nosra, proche d'Al-Qaïda, sans tenir compte de surcroît de l'avancée sur le terrain de Daesh. Quand Daesh a commencé à contrôler les principales routes à la frontière et à l'intérieur de la Syrie, Daesh devint le principal bénéficiaire de la plupart de l'aide turque. Ceci pour deux raisons. La première est que Daesh, qui se battait aussi contre les groupes d'opposition à Bachar el-Assad, finissait par s'emparer de toute l'aide, des armes et des supports logistiques apportés à ces groupes d'opposition. La seconde raison est que Daesh a mis en place une base logistique solide au sud de la Turquie, à partir de laquelle Daesh pouvait conduire des opérations facilement. Ils acquéraient ainsi tout ce dont ils avaient besoin auprès de fournisseurs, d'usines ou encore de vendeurs turcs, puis rapatriaient tout cela vers leur territoire sans aucun problème. L'histoire des camions du mythe montre toute l'ambiguïté du régime turc vis-à-vis de groupes islamistes basés en Syrie. Le mythe est le nom des services de renseignement turcs, des services sous l'influence d'Erdogan. En mai 2015, des journalistes du Cumhuriyet, un journal plutôt critique à l'encontre du pouvoir, publient des photos et une vidéo montrant que ces camions à destination de la Syrie contenaient des armes cachées sous des caisses de médicaments. Ces images datent de début 2014. Les journalistes, comme les partis d'opposition, posent alors cette question simple. À qui étaient destinées ces armes ? À cette époque, le gouvernement insistait sur le fait qu'il n'y avait clairement pas d'envoi d'armes en Syrie.
Cependant, quand la question a été relancée par l'opposition, je me rappelle très bien que le président Erdogan a dit « Si j'en ai envoyé, j'en ai envoyé. Et alors, mêlez-vous de vos affaires. » Les destinataires des camions du mythe ne seront jamais connus. En revanche, cette information met au jour le laxisme d'Erdogan vis-à-vis des djihadistes. Quand j'étais chef du contre-terrorisme, puis chef du département de l'ordre public à Şanlıurfa, les ordres étaient très explicites. Recep Erdogan et ses ministres ordonnaient au gouverneur de la ville de n'arrêter aucun de tous ces groupes d'opposition à Bachar el-Assad, et même de les assister. Par exemple, comme vous le savez tous, presque 30 000 terroristes venus d'Europe et d'autres pays étrangers ont rejoint Daesh. Et beaucoup d'entre eux ont rejoint Daesh via la Turquie. Ils sont d'abord parvenus en Turquie, puis en Syrie. Le principal itinéraire passait par Şanlıurfa. Plusieurs de ces combattants étrangers ont rejoint Daesh via Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis et Hakkari. Les gouverneurs de ces villes ont ouvertement ordonné aux chefs de police et aux forces policières sur le terrain de ne pas arrêter le flux des combattants étrangers. Les ordres étaient très explicites. Une affaire turco-turque va définitivement dévitaliser les services du contre-terrorisme. Cette affaire est liée à un autre ennemi d'Erdogan, nommé Fethullah Gülen, son ancien allié devenu l'un de ses principaux opposants, aujourd'hui en exil. Les services du contre-terrorisme sont soupçonnés d'avoir des liens avec le mouvement de Fethullah Gülen. Erdogan va tout simplement les purger. En 2015 et en 2016, une vague d'attentats vise la Turquie, dont certains sont attribués à Daesh. Les autorités turques sont face à leur propre ambiguïté, comme ne manquera pas de leur rappeler leur partenaire américain. En juillet 2017, un proche de la Maison-Blanche danse Ankara. La stratégie de certains de nos partenaires qui a consisté à envoyer des dizaines de milliers d'armes pendant des années et à laisser passer des combattants étrangers vers la Syrie n'a pas été la meilleure approche. C'est évidemment un sujet dont on doit discuter de près avec les Turcs. En janvier 2018, l'armée turque attaque les bastions kurdes implantés dans la région d'Afrin, au nord-ouest de la Syrie, une région proche de la frontière. Or, dans son combat contre son ennemi de toujours, la Turquie prend une nouvelle fois le risque de faciliter la vie des djihadistes. Un groupe nommé Hayat Tahrir al-Sham s'est associé avec Erdogan pour lutter contre les Kurdes. Or, ce groupe djihadiste a comme objectif l'installation d'un État islamique régi par la charia. Des alliances opportunistes qui font le lit des terroristes sur les zones de guerre, mais pas seulement. Les partisans de cette idéologie ont des relais partout dans le monde, et leur passage à l'acte est de plus en plus difficile à identifier. À l'aide d'un camion, d'une arme de poing, d'un couteau, ils tuent avec une facilité déconcertante et devancent les autorités des pays visés. Ce qu'on a découvert, c'est qu'il était possible de faire extrêmement mal avec très peu d'argent. Et donc il fallait, pour lutter contre le terrorisme, s'attaquer aussi à des petits mouvements d'argent. Et les petits mouvements d'argent n'étaient pas des mouvements d'argent en liquide, qui étaient souvent, pas seulement en liquide, souvent des mouvements d'argent dématérialisés. Donc il fallait lutter contre
cette forme dématérialisée de financement du terrorisme. Cette forme dématérialisée fait référence notamment aux cartes prépayées, un outil mis en service en 2012 pour faciliter la vie des ménages qui n'ont pas les moyens d'avoir une carte de crédit bancaire. Ces cartes prépayées sont celles utilisées par les terroristes du 13 novembre à Paris, car elles préservent l'anonymat. À Bercy, Michel Sapin, alors ministre de l'économie et des finances, prend des mesures sur ces petites transactions financières. La difficulté de la lutte contre tous les financements illicites, en l'occurrence le financement du terrorisme, c'est d'être suffisamment efficace, sans pour autant priver monsieur et madame tout le monde d'outils qui sont des outils utiles dans la vie quotidienne. Je prends la carte prépayée. Une carte prépayée peut être utile. Vous avez un enfant qui part en colonie de vacances ou qui va avec sa classe pendant une semaine à l'étranger. Bon, c'est pas facile de lui faire des virements, on préfère pas qu'il parte avec le liquide, on lui remet une carte prépayée. Ou bien, je sais pas quoi, pour Noël, vous faites un cadeau à vos petits-enfants avec une carte prépayée. Il n'y a pas de mal, là. Pas de mal. Simplement, il faut que nous ayons mis en place des règles, en particulier qui ne permettent pas l'anonymat. Et donc, la grand-mère qui va acheter une carte pour son petit-fils, ben on sait, elle déclare que c'est elle qui achète la carte prépayée. Et elle sait quelle est la somme. Puis ensuite, elle l'utilise. Donc, c'est une vraie difficulté, c'est qu'on ne doit pas priver les gens de la modernité, d'une technologie nouvelle, d'une simplicité dans la vie quotidienne, au nom de la lutte contre le financement du terrorisme. On doit mettre en place des règles qui sont des règles de transparence, des règles éthiques, des règles efficaces, mais qui n'empêchent pas les gens de vivre. Est-ce grâce à la surveillance de ces micro-mouvements financiers qui se sont amplifiés ces dernières années? Selon les autorités, 416 donateurs ont été identifiés en France en 2016 et 2017. Et 20 attentats ont été déjoués sur le territoire en 2017. Mais qu'en est-il de cette lutte financière hors de l'Europe? La victoire contre le financement de Daesh en Irak n'est pas encore effective à ce jour. L'alliance des puissances internationales, via la coopération entre les services de renseignement, pourrait venir à bout du réseau de financement de cette organisation terroriste. Mais aujourd'hui, cette organisation possède de nombreux investissements, de grands capitaux, et elle demeure financièrement très puissante. Selon cet expert, Daesh détient encore des ressources financières pour assurer sa survie pour 15 ans. Le groupe aurait en effet investi de 250 à 500 millions de dollars dans une multitude de sociétés irakiennes qui travaillent parfois pour Daesh sans le savoir. Seule une coopération internationale sans faille pourra freiner cette mondialisation de la terreur. Une politique des petits pas qui n'aura jamais aussi bien porté son nom.